se focaliser uniquement sur l'articulation temporomandibulaire quand on analyse le bruxisme, c'est une erreur en fait et que il faut vraiment inclure le rachis cervical et d'autres articulations également. Moi, c'est Thomas Bagory. Je suis jeune ostéopathe fraîchement diplômé. Il y a de ça 48 heures, je n'étais encore qu'un fœtus ostéopathe. Je suis issu de la formation en 5 ans à l'Institut d'ostéopathie de Rennes. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'article qu'on a publié dans l'IJOM avec Mathieu Ménard, Paul Vaucher et Hakim Medbi. Alors, l'étude, grosso modo, elle s'est faite au sein même de l'Institut de Rennes auprès de 48 étudiants ostéopathes qui avaient été recrutés suite à une enquête préliminaire. En fait, on a constitué 2 groupes expérimentaux. Un groupe d'étudiants souffrant de bruxisme, ils étaient 24, et un groupe d'étudiants qui étaient asymptomatiques, donc sans cervicalgie, sans bruxisme et sans symptomatologie particulière au niveau des ATM et des muscles masticateurs. Et donc, à l'issue de ça, en fait, il y avait 2 prises en charge ostéopathiques qui étaient espacées d'une semaine. Tout le monde était pris en charge, à la fois les patients asymptomatiques et les patients souffrant de bruxisme. Il y avait 2 possibilités de traitement, soit un traitement ostéopathique qui, pour le coup, était libre. Il n'y avait aucune contrainte qui était imposée aux ostéopathes qui intervenaient. Et la deuxième possibilité, c'était des techniques qui étaient simulées, donc ce qui s'assimile un petit peu à un traitement placebo. Et les mobilités des étudiants étaient mesurées à 4 reprises avant et après chaque traitement. Et donc, on a mesuré, grâce au système qu'on a mis en place, les mobilités au niveau cervical, donc inclinaison, rotation, et puis au niveau mandibulaire, dissection et ouverture de bouche. On a voulu mettre en place quelque chose d'assez simple, parce qu'il existe beaucoup de systèmes qui permettent d'analyser le mouvement humain sur cette région crânio-cervicale, mais c'est des systèmes qui, d'une part, parfois sont très coûteux, peu accessibles et pas forcément compatibles avec les études de large cohorte. Et puis, il y a des systèmes aussi, notamment au niveau de la mandibule, qui existent, mais qui sont assez invasifs, en fait, où ils viennent poser un casque sur la tête avec une gouttière solidaire de la mandibule, un arc antérieur avec des systèmes de microélectrodes émettrices réceptrices. Et pour analyser le mouvement en dynamique, c'est pas très pertinent, je pense, puisque ça peut entraver assez rapidement le mouvement et on n'est pas forcément dans les conditions réelles. Donc nous, on a voulu mettre quelque chose en place qui était peu invasif. Donc en fait, on a disposé sur la tête et le thorax des patients 15 marqueurs corporels qui étaient empruntés au système optoélectronique. En amont de cette pose, en fait, il y avait des marquages au crayon dermographique qui permettaient de disposer les marqueurs aux mêmes endroits avant-après traitement. Et puis ensuite, les patients étaient placés au centre d'un dispositif constitué de 3 caméras, une face à eux pour les mouvements dans le plan frontal, une sur leur gauche pour les mouvements dans le plan sagittal, puis enfin une caméra supérieure pour les mouvements dans le plan transversal, notamment la rotation cervicale. Ensuite, toutes ces données vidéo qu'on a réunies ont été analysées via logiciel sur Kinovea, qui permet en fait d'avoir des données angulaires assez précises et comparatives droite-gauche et pré-post-traitement. Les résultats de l'étude, il y a plusieurs aspects. Le premier résultat qu'on a eu, c'était quant à la fidélité et à la reproductibilité de l'outil de mesure qu'on a mis en place. En fait, on avait calculé le coefficient intraclasse qui permet de mesurer la fidélité d'un outil. Parce qu'en fait, chaque mouvement qu'on faisait était répété 3 fois et donc on pouvait ainsi voir si les valeurs étaient recentrées autour d'une valeur commune ou si elles partaient vraiment dans tous les sens. On a atteint un niveau de fidélité qui était vraiment satisfaisant avec des ICC supérieurs à 0,95, ce qui est assez prometteur pour la suite puisqu'on peut envisager de réutiliser cet outil-là pour d'autres motifs, d'autres régions anatomiques et d'autres symptomatologies en fait, et sur des populations vraiment diverses et variées. Le deuxième aspect, concernant les mobilités articulaires, en fait, on s'est aperçu que globalement cet outil permettait d'évaluer assez bien l'évolution des amplitudes et l'efficacité d'un traitement ostéopathique sur les mobilités cervico-mandibulaires. Donc sur les différents mouvements qu'on a pu analyser, on s'est aperçu que pour un groupe symptomatique constitué d'étudiants bruxistes, on avait une augmentation des amplitudes qui arrivait à court moyen terme et qui, d'un point de vue statistique, était significative. Donc ça, c'est assez intéressant comme résultat. On s'est aperçu aussi justement que sur les sujets qui étaient asymptomatiques, on avait finalement au cours du temps, après le traitement, une augmentation du pourcentage de dysfonction, alors que sur un groupe traité, là on avait une diminution des dysfonctions. Ça montre bien qu'en fait, le traitement ostéopathique chez des sujets asymptomatiques a, dans notre étude, un petit peu créé du déséquilibre chez des sujets qui étaient initialement équilibrés en fait. Et ça peut remettre en question un petit peu le concept d'ostéopathie préventive, d'interventionnisme en ostéopathie, et le fait qu'intervenir sur des sujets asymptomatiques peut très bien chambouler un petit peu un équilibre qui leur est propre, parce que nous, on veut coller à des normes parfois anatomiques, biomécaniques décrites, et on va pas forcément considérer qu'un patient peut être équilibré dans son déséquilibre.
Alors sur le groupe souffrant de bruxisme et ayant reçu un placebo, en fait, on n'a pas eu d'évolution significative au niveau des amplitudes cervico-mandibulaires. C'est une donnée qui était vraiment pas réelle pour nous. On est resté sur un plateau tout au long de l'étude. Quand on couplait les différentes données qu'on a étudiées dans le mémoire, on avait vraiment des données assez étranges, puisque sur le plan articulaire, il se passait rien pour le groupe placebo, mais on s'est rendu compte qu'au niveau du ressenti des patients et de leur symptomatologie ou de leur qualité de vie, là on avait des changements, alors qui étaient moins importants sur le groupe placebo par rapport au groupe traité. On avait quand même une diminution notable des symptômes et une amélioration de la qualité de vie chez ces sujets-là. Donc ça montre bien qu'il y a d'autres composantes que le gain d'amplitude qui rentrent en jeu aussi dans la prise en charge ostéopathique. Alors en fait, non. L'article qu'on a publié dans la EJOM a pris une orientation biomécanique. C'est un choix de notre part. En fait, c'était nos données primaires. Mais les travaux que j'ai menés ces 2 dernières années à l'Institut d'ostéopathie de Rennes, eux, se sont intéressés à beaucoup plus de variables, puisqu'il y avait cet aspect biomécanique, mais il y avait aussi le recensement des dysfonctions. En fait, chaque ostéopathe qui intervenait devait recenser les dysfonctions qu'il retrouvait chez les patients pour voir si, entre un groupe asymptomatique et un groupe bruxisme, on avait des différences avec des régions plus en contrainte ou non au niveau anatomique. Et puis, il y a eu tout l'aspect aussi ressenti des patients sur leur qualité de vie, leur symptomatologie associée au bruxisme. Et donc, on a distribué des questionnaires tout au long de l'étude, en fait, pour suivre cette évolution-là en parallèle aussi. Donc, ça fera peut-être par la suite l'objet de futures études complémentaires à celle-ci. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Après, on a cherché à mesurer s'il y avait des corrélations entre les différents mouvements analysés et on s'est aperçu finalement que sur les mouvements de déduction latérale des ATM, on avait une corrélation avec les mouvements d'inclinaison cervicale, de rotation cervicale, ce qui démontre bien en fait que se focaliser uniquement sur l'articulation temporomandibulaire quand on analyse le bruxisme, c'est une erreur en fait et que il faut vraiment inclure le rachis cervical et d'autres articulations également. Il faut vraiment analyser l'ensemble de l'environnement et pas simplement la structure en question. Cette étude m'a aussi permis de faire un parallèle avec la crise sanitaire, enfin la pandémie qu'on vient de vivre de la Covid-19 et de voir un petit peu ce que ça avait pu engendrer sur les notions de bruxisme chez les patients. Et en fait, on s'est rendu compte, on en parle beaucoup depuis un an et demi, que la santé mentale des Français s'est dégradée depuis un an et demi. Alors, il y a l'enquête Covid-Prev menée par Santé publique qui le démontre assez bien avec des chiffres assez appuyés qui sont réactualisés très souvent. Et il y a aussi 2 études, une étude américaine menée sur 2500 dentistes qui, elle, a démontré que les sujets souffraient beaucoup plus de bruxisme depuis cette période Covid, puisqu'au sein des cabinets dentaires, il y a eu une augmentation de la prévalence du motif bruxisme qui a flambé depuis un an et demi. Et puis en Israël, eux, ils ont mené une étude en population générale, pas forcément dans les cabinets dentaires, qui a été faite auprès de 1000 Israéliens et 800 Polonais, qui, elle, a démontré une augmentation de la prévalence au bruxisme nocturne sur la période du premier confinement chez eux, qui a augmenté de 10 à 36%. Donc c'est pas rien, en fait. Là, on va arriver dans la phase d'après-Covid. Et je trouve intéressant de sensibiliser peut-être un peu les ostéos et les étudiants ostéopathes aussi en école à aller investiguer cette région buccale, cette région orale. On sait bien que depuis un an et demi, les contraintes sanitaires qu'implique l'investigation de cette sphère orale sont si contraignantes que beaucoup d'ostéopathes ont un petit peu écarté de leur pratique cette région anatomique depuis un an là. Et donc il va y avoir cette nécessité d'y retourner un petit peu et puis de pas laisser s'installer des dysfonctions articulaires franches qui par la suite peuvent provoquer d'autres troubles musculo-squelettiques sous-jacents.